Les Français sont les champions du monde du déclinisme. Tels sont les résultats d'un sondage Gallup mené dans 51 pays. Plus pessimistes, nous dit-on, que les Afghans ou les Irakiens. Alors ce sont des comparaisons qui n'ont pas grand sens. Reste qu'il est vrai que ce peuple français, traditionnellement râleur, qui a depuis des siècles autant de sujets de mécontentement que de fromage, eh bien ce vieux peuple présente tous les symptômes d'une dépression nerveuse. Non seulement il n'a plus confiance en ses dirigeants, mais il n'a plus confiance en lui. Il pense, chacun d'entre nous pense, que les lendemains ne chanteront pas. Alors certains beaux esprits s'indignent de ce pessimisme. Comment les Français pourraient-ils se plaindre alors que tant de peuples sont infiniment plus à plaindre que lui? La France est encore un pays riche, avec beaucoup d'atouts, nous dit-on. Ce pessimisme serait donc malvenu, pour ne pas dire indécent. Reste qu'il est bien réel. Alors on peut en rendre responsables les médias qui ne parlent que de ce qui ne va pas, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on peut incriminer le changement climatique, le froid, la pluie, la corruption des élites, une fiscalité excessive, une réglementation ubuesque, les diktats de Bruxelles, sans parler de ceux de Berlin. Bref, tout concourt pour que les Français n'aient pas le moral, et la crise morale que notre pays traverse est sans doute l'une des plus graves et des plus profondes que notre pays a connues depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Pour évoquer les causes profondes de ce pessimisme, nous avons demandé à Thierry de Montbrial, le directeur général de l'IFRI, de venir nous parler de ce mal français. Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu plusieurs fois sur le plateau de Xerfi-Canal, notamment pour présenter l'ouvrage annuel de l'IFRI, Ramsès. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Ramsès, qui sera publié en septembre, je crois, à l'automne, mais des deux articles que vous avez publiés récemment, l'un dans le Figaro, l'autre dans Questions internationales, sur le thème du déclin français. Alors ce déclin, est-il réel ou doit-il être relativisé? Bien sûr qu'il doit être relativisé, mais je pense qu'il est réel. La question, c'est que le déclin n'est pas décadence. Je crois que c'est un point très important. On peut décliner, la France de l'entre-deux-guerres a décliné. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que la phase de dépression actuelle n'a pas d'équivalent depuis, vous avez dit peut-être même des siècles. Non, je crois quand même que l'occupation, la Seconde Guerre mondiale, ça a été une phase extraordinairement dure pour la psychologie française. Il n'y a pas d'équivalent depuis 40-45. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent depuis 40-45. Mais on peut remonter la pente. Comme une dépression d'ailleurs. La plupart des gens qui vivent une dépression s'en sortent et ça remonte. Alors que la décadence est irréversible. Je ne vois pas d'éléments d'irréversibilité dans la situation française actuelle, mais je vois des éléments de déclin. Au moment précis où nous parlons, comment ne pas penser, par exemple, à ce qu'aurait fait le général de Gaulle s'il avait appris que les grandes oreilles américaines écoutaient et qu'il y avait des micros à l'intérieur de l'ambassade de France aux États-Unis? Il aurait peut-être donné le droit d'asile à Snowden. D'abord, je pense qu'il aurait appelé pour consultation l'ambassadeur, pour commencer. Oui. Et là, rien de tel. Je n'en ai pas l'impression. D'ailleurs, ça va même plus loin, parce qu'il y a un élément français. Mais il y a aussi un élément plus général, un élément européen. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, à un moment où on parle de leur retrait, qui est également tout à fait objectif, les États-Unis sont en train de mettre en place dans le monde un véritable système de colonisation dans le sens le plus étymologique du terme, qui est extrêmement habile, d'ailleurs beaucoup plus efficace que la méthode Bush. Alors, expliquez. Oui, la colonisation, il ne faut pas prendre le mot colonisation dans sa connotation de la France en Algérie au XIXe siècle, etc., ou l'Indochine. La colonisation, la forme habile de la colonisation dans l'histoire, à travers les millénaires, ça a toujours été le contrôle indirect à travers les élites, à travers aujourd'hui la technologie, etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Je pense que les États-Unis sont en train de construire dans le monde entier, en particulier en Europe, un système, disons, de contrôle indirect qui passe à la fois par les réseaux, par les amitiés, mais également, bien sûr, par la technologie. Et ça contribue objectivement à la notion de déclin. Oui, et l'Europe elle-même, à l'intérieur de l'Europe, un certain nombre de pays sont des alliés très sûrs des États-Unis, sans parler peut-être du président de la Commission européenne. Alors, encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire des alliés très sûrs. Sur quoi, de quoi parlons-nous exactement? On va parler par exemple de la défense et de la diplomatie, et vous insistez sur ce phénomène.
La France a des problèmes économiques qu'on connaît, mais elle demeure encore une grande nation par sa diplomatie, par sa défense, ce qu'il en reste, et par sa langue. Or, ce sont des domaines où, visiblement, on est en train de battre en retraite. Et vous tirez vous-même la sonnette d'alarme là-dessus. Alors, si nous prenons par exemple les deux dimensions de la diplomatie et de la défense, alors, effectivement, il y a un héritage, un capital qui d'ailleurs s'apparente à la notion de capital culturel. Et il est vrai que aussi bien sur le plan de la diplomatie que sur le plan de la défense aujourd'hui, la France peut encore jouer à un niveau supérieur à son objectif. Quand je parle de rang objectif, il serait mesuré par exemple par des indicateurs de PIB ou des notions quantitatives, des flux, si vous voulez, de ce genre. Mais d'un autre côté, si l'on continue de raboter indéfiniment les budgets disponibles pour l'action extérieure de la France dans l'ordre de la diplomatie ou dans l'ordre de la défense, il y a un moment où ça cessera. C'est-à-dire, j'emploie l'image de la termitière. C'est une image très, très frappante. Vous prenez un tissu. Ce tissu est mangé par les mites. Bien, pendant un certain temps, il a toujours l'air d'un tissu. Puis un beau jour, brusquement, l'ensemble de la toile s'effondre. Vous pouvez prendre l'image du plancher ou de toute autre image. Ce que je dis, c'est qu'à force de rogner, de raboter, de ronger, il y a un moment où l'appareil diplomatique lui-même, ou l'appareil de défense lui-même, s'effondrera. Et à ce moment-là, on ne pourra plus capitaliser par définition sur le passé. La notion, ça nous ramène à la distinction déclin-décadence. La distinction, c'est que le déclin est réversible, alors que la décadence est irréversible. Bon, la termitière, l'image du tissu ou du plancher qui s'effondre sous l'action des termites, c'est l'image même de l'irréversibilité, le second principe de la thermodynamique. Vous avez une autre image, c'est celle du cholestérol. Vous dites qu'on sabre dans le bon cholestérol et pas dans le mauvais. Oui, parce que le réflexe facile, quand on veut faire des économies budgétaires, c'est de couper tout ce qui ne résiste pas. On n'imagine pas les généraux faisant une manifestation gênante à la place de la Concorde. Vous n'imaginez pas l'ensemble du corps diplomatique français. Oui, c'est peut-être dommage d'ailleurs. Même pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Nous sommes loin de la place Tahrir en Égypte. Mais revenons un instant, si vous voulez, sur la question de la défense. Parce que la question de la diplomatie, à la limite d'ailleurs, c'est d'autant plus idiot que les budgets en cause sont extrêmement modestes. En réalité, l'action extérieure de la France, dans sa dimension diplomatique, représente des montants relativement faibles. En ce qui concerne la défense, et ça nous ramène d'ailleurs à l'affaire Prism et à l'affaire d'espionnage, la situation est tout à fait différente parce que le problème, c'est que nous avions un avantage comparatif dans les industries militaires, qui me paraît très important quand on parle de réindustrialisation, d'ailleurs, cette dimension-là. Mais à force de ne pas avoir pris les bonnes décisions au bon moment, on arrive à des situations tout simplement irréversibles, là encore. Exemple, les drones, si vous voulez. Parce que si on voulait aujourd'hui mettre en place une industrie significative en matière de drones, pour prendre cet exemple, on pourrait le faire techniquement. Nous avons les ingénieurs, etc. Et puis on pourrait théoriquement investir quelques milliards d'euros, théoriquement. Mais même là, c'est trop tard parce que les positions sont déjà prises. C'est des phénomènes de rendement croissant. Donc nous risquons, et en effet j'attire l'attention là-dessus, de nous réveiller un beau jour en ayant perdu ces deux avantages comparatifs qui nous restent encore. Mais est-ce que nous ne payons pas là les illusions de l'européisme depuis 20 ans, où on s'est imaginé que c'était l'Europe qui allait prendre la succession de notre diplomatie, voire de notre outil de défense, l'Europe de la défense, dont on voit d'ailleurs que finalement il n'y a que les Français qui la plaidaient, et que la diplomatie, on voit le jeu américain, la diplomatie c'est Washington, la défense c'est Washington. Et on pourra ajouter que l'économie, c'est Berlin. Et dans tout ça, on paye 20 ans d'illusion, de naïveté, non ? Je vais reprendre l'image du cholestérol, puisqu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. Eh bien, il y a aussi la bonne manière de voir l'Europe et la mauvaise manière de voir l'Europe. Si effectivement on voit l'Europe comme la construction virtuelle qui résout tous les problèmes et qui nous permet de ne pas faire d'efforts, là on est vraiment dans la mauvaise image de l'Europe.
la bonne image de l'Europe, c'est une construction où chacun fait des efforts et consacre de l'énergie. Alors, la question en ce qui concerne l'Europe, c'est aussi est-ce que les choses seraient nettement meilleures si on s'affranchissait complètement de l'Europe, si l'Europe n'existait plus, si l'Union européenne n'existait plus, si l'euro n'existait plus, et si chacun de nos pays se retrouvait à lui-même, si vous voulez, quitte à faire des efforts. Je crois que tout dépend de la manière dont on pose le problème. On a bien, par exemple, en matière de diplomatie, toute la tendance, c'était de partager les ambassades avec l'Allemagne, par exemple, de faire des économies d'échelle. On a même été, à un moment donné, à envisager de donner notre siège, de partager notre siège avec les Allemands. Oui, enfin, ça, on peut toujours en discuter. Mais ce n'est pas de mal la veille, comme dit l'autre. Bon. Mais en ce qui concerne aussi... je crois qu'il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Le fait qu'il puisse y avoir certaines représentations dans certains pays où il y a des diplomates de différents pays européens, à mon avis, si c'est fait intelligemment, ça peut avoir quelques avantages. Mais c'est une question relativement marginale par rapport à la problématique générale de la diplomatie. Moi, mon expérience, puisque j'ai été il y a 40 ans maintenant le premier directeur du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay et que j'ai une certaine expérience dans ce domaine, c'est que les diplomates, même en poste, peuvent jouer un rôle extrêmement important. Maintenant, si on leur dit au mois de septembre qu'ils ne peuvent plus faire de dîner à l'ambassade parce que les crédits sont épuisés, aussi pour faire, je fais exprès de prendre des petites images, n'est-ce pas, aussi ils ne peuvent pas faire une réception au nom de la France sans la faire sponsoriser par telle ou telle entreprise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous voyez, on est en fait dans des problèmes qui, à la limite, sont des problèmes de marketing, sont des problèmes d'image. Et on peut gâcher des atouts tout simplement pour des bêtises, parce que là, les montants dont on parle sont des montants qui sont en réalité lilliputiens par rapport à la problématique mais comme on est dans une logique budgétaire, et ça dure depuis quand même un certain nombre d'années, où systématiquement le budget de la défense a été la variable d'ajustement, c'est clair, hein, et qu'on postpone régulièrement les programmes militaires, donc ça coûte plus cher, etc. Et il y a un moment où on arrive à l'os. C'est exactement ce que je veux dire par le bon et le mauvais cholestérol. On coupe la bonne dépense parce que c'est celle qui résiste le moins sur le plan politique, et on ne fait pas les efforts là où il faudrait le faire. C'est ça le problème de la France, l'incapacité de la France de s'adapter suffisamment rapidement. Alors, vous dites voilà, que la France ne s'adapte pas suffisamment rapidement et qu'il y a un manque de mobilité qu'on peut comparer d'ailleurs à ce qui se passe aussi au Japon. Hein, ce sont deux pays qui n'avaient pas la mobilité suffisante. Et pour le même genre de raison. Oui. Parce que même si les Japonais ne savent pas forcément qui était Colbert, c'est la même type de problématique. Le Japon a marché comme un seul homme après le traumatisme de 1945, avec un État très monolithique, avec une fonction publique extraordinairement monolithique, et avec finalement une coopération, une connivence entre l'administration et les grandes entreprises. Et tout ça a fonctionné comme une armée, et avec cette notion de consensus que d'ailleurs nous n'avons jamais eu en France. Et donc c'était même des qualités qui allaient au-delà des qualités françaises. Mais c'est un système extraordinairement rigide, en définitive, et il n'a pas encore réussi à retomber sur ses pattes depuis 1990, c'est-à-dire depuis la grande rupture de 1990. Oui, et là, enfin, ça nous amènerait sur le Japon, c'est un autre sujet. Mais vous dites aussi que la France est en train de se rétracter, de se rétrécir. Alors, la France se rétracte parce que, moi je voyage pas mal, hein, ça fait partie de mon travail, et je dois dire que quand j'écoute beaucoup la radio le matin, comme beaucoup d'entre nous, et d'écouter la radio le matin, c'est vraiment en effet une épreuve. Parce que, les journaux télévisés aussi. Et alors, les journaux télévisés, je les écoute rarement, souvent en week-end, quand j'ai la possibilité, je regarde le journal de 20h. Alors, ce qui me frappe d'abord, c'est qu'ils disent, si on prend TF1 et France 2, exactement la même chose. Vous ouvrez, ça c'est peut-être lié à la formation des journalistes, mais à telle minute, ils sont tous la même source d'approvisionnement. Non, mais puis ils traitent les sujets dans le même ordre pour dire les mêmes choses, vous passez de l'une à l'autre, etc. Et pratiquement, c'est uniquement des sujets intérieurs où on cultive la morosité interne, alors que la France est supposée ouverte sur le vaste monde. Alors, en revanche, il y a un aspect qui n'est pas entièrement négatif, et j'en parle aussi dans cet entretien,
c'est que le fait que des Français partent à l'étranger, etc. Alors, bien sûr, à certains égards, on dit que c'est une perte de substance pour la France, des gens qui ont été formés en France et qui partent, etc., etc. C'est possible. Mais la France est un pays qui souffrait aussi d'avoir une très, très faible diaspora. Par exemple, aux États-Unis, c'est typique. Aux États-Unis, vous le savez aussi bien que moi, les Italiens, les Polonais et bien d'autres pèsent parce que il y a des millions, et parfois dizaines de millions de gens qui s'identifient avec largement, sont américains, mais ils s'identifient largement avec une nation européenne. C'était des diasporas de pays pauvres à l'époque. Ben oui, mais les Irlandais, les Irlandais. D'accord, mais je pense que sur le long terme, je veux dire sur 20, 30, 40 ans, le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de jeunes Français, d'abord que les Français parlent les langues étrangères, parlent l'anglais, beaucoup mieux évidemment qu'avant. Les gens de ma génération qui parlaient bien anglais sont extrêmement peu nombreux. Qu'ils vivent à l'extérieur de la France et en même temps qu'ils restent malgré tout français, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais à court terme, c'est... À condition qu'ils reviennent. À condition qu'ils entretiennent des liens. Oui, qu'ils gardent les liens. Qu'ils gardent les liens. Et or là, c'est une immigration qui n'est pas la même immigration des États-Unis avec l'Irlande, la Pologne, etc. Là, c'est une immigration plutôt haut de gamme. C'est une immigration haut de gamme, mais je constate tout de même, quand je voyage, que les Français, même à l'étranger, sont très heureux de se rappeler qu'ils sont Français. Sur ce point-là, je ne serais pas totalement pessimiste. Alors, c'est dans le Figaro, vous dites que Hollande avait une fenêtre de tir qu'il pouvait mettre à profit pour redresser le pays, mais apparemment... la fenêtre de tir, ils n'utilisent pas trop. Qu'est-ce qu'il faudrait pour redoper ce pays ? Tout le monde, un certain nombre de gens sont à peu près d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de croissance sans investissement. Mais pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait confiance. Or, la confiance n'est pas là. Je veux dire... Évidemment, s'il y avait réellement une recette miracle, vous n'auriez pas besoin de moi pour la dire. D'autant plus que ça touche à des questions qui vont très profondément dans la tradition politique française. Mais ce que je pense sans y croire totalement, ce que je pense complètement sans y croire totalement, c'est que si Hollande avait le courage de prendre un certain nombre de problèmes vraiment à bras le corps, pas des demi-mesures, ne me demandez pas lesquelles, on les connaît tous depuis 20 ans, on le sait, ce qu'il faudrait faire. À ce moment-là, il faudrait que l'opposition, dite républicaine, l'aide. C'est l'union nationale. C'est-à-dire une forme d'union nationale. Parce que je crois que s'il n'y a pas un soutien, à supposer qu'il soit vraiment prêt à s'embarquer dans la partie difficile des réformes, s'il n'y a pas un soutien au moins minimal de la part de l'opposition républicaine, ça ne pourra pas marcher, évidemment. Et inversement, si le quinquennat d'Hollande est un échec, je pense que ce sera dramatique pour la France. Parce que je ne vois pas... On basculera du déclin à la décadence. Et bon, je n'en sais rien. Le déclin, ça peut être une lente agonie. Mais je ne vois pas comment un gouvernement de droite, qui n'a jamais réussi d'ailleurs à faire mieux, et la présidence Sarkozy a bien des égards été une déception dans ce domaine, je ne vois pas comment un gouvernement de droite pourrait obtenir des réformes que la gauche n'aurait pas été capable d'obtenir face à la mobilisation possible des syndicats, des enseignants, que sais-je, de tout ce qui constitue les caractéristiques fondamentales de la société française. Donc, en effet, n'est-ce pas, je crois que cette notion d'union nationale, alors on ne peut pas transposer, parce que la France n'est pas l'Allemagne, n'est-ce pas, elle ne peut pas transposer la notion de grande coalition à l'allemande, mais enfin, il faudrait au moins
qu'il y ait un minimum, un pacte minimal, si vous voulez, entre les deux grands mouvements dits républicains de ce pays. Oui, mais pour ça, il faut un objectif, une vision. Il faut, et si vous voulez mobiliser les gens, il faut leur dire pourquoi ils vont se mobiliser et quel est votre programme. Or, et à la limite, j'allais dire, il faut presque un ennemi. L'ennemi, c'est justement le déclin ou la décadence. Oui, mais ça, c'est une notion dont les gens n'ont pas... Ils le sentent, mais ce n'est pas visible. Donc, s'il faut serrer les boulons, et s'il faut retrousser les manches, c'est pour ne pas se faire bouffer, soyons clairs, pour ne pas disparaître. Pourquoi les Français qui sont si intelligents, du moins le disent-ils, pourquoi ne comprendraient-ils pas ce que les Allemands, par exemple, ont parfaitement compris avec Schröder? Pourquoi serions-nous incapables de faire des réformes qui ont été expérimentées avec succès dans d'autres pays? C'est pas seulement en faisant les réformes qu'a faites Schröder qu'on remontera la pente. C'est plus profond. Hein. C'est de savoir ce que nous voulons, nous, en tant que collectivité nationale. Oui. Qu'est-ce que l'on veut? Là, je pense que nous touchons à un autre problème qui nous ramène d'ailleurs à l'ère Sarkozy. Sarkozy avait lancé ce débat sur l'identité française. Bon, ça a été extrêmement mal emmanché à l'époque. Parce que si on veut se lancer dans un débat de ce genre, qui est un vrai débat, il faut le faire aussi avec des gens qui ont une certaine dimension, ne serait-ce qu'intellectuelle, pour pouvoir le soutenir et le nourrir. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Moi, je suis comme vous le savez, libéral, mais je suis un libéral également national. C'est-à-dire que je crois... Un libéral national républicain. Un libéral national républicain, on pourrait continuer à en enfiler d'autres. Bon. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que je crois qu'il ne faut pas opposer mondialisation et nation. Et je crois que les nations jouent un rôle absolument majeur et que continueront de jouer un rôle absolument majeur, y compris dans les phénomènes d'industrialisation ou de réindustrialisation. Et je dis bien les nations, pas seulement les États. C'est donc le lien entre l'État et la nation. Par exemple, je crois que les grandes entreprises, même les plus internationales, ont une image, même au sens de marque, de la marque marketing nationale. Total est une entreprise française. Ses gènes sont français. Et ses gènes sont français. Et d'ailleurs, Christophe de Margerie est le premier à dire que si la marque Total n'avait pas justement cette connotation française, eh bien, serait probablement bouffée rapidement par une autre major plus grande qu'elle ou que lui. Donc je crois qu'il faut repartir effectivement de ces notions absolument fondamentales. La France ne peut pas se réindustrialiser, ne peut pas rebondir, ne peut pas se relever si, en effet, là je vous suis tout à fait, elle ne retrouve pas son sens son identité fondamentale, et ceci sans complexe. Je vais vous donner un exemple. Personnellement, je ne crois absolument pas qu'il faille opposer l'identité française au fait d'être capable de parler anglais à l'extérieur. Bon, moi, j'ai 100 fois expérimenté dans ma vie le fait qu'il vaut beaucoup mieux faire une intervention, un discours en anglais, même si l'anglais n'est pas absolument parfait, et être compris et entendu par les gens pour faire passer un message français que de dire quelque chose en français que les gens ne comprennent pas et qui est mal traduit. Vous voyez ? Donc, je crois qu'il y a tout un travail sur soi, soit au sens individuel, mais surtout au sens national, qu'il faut faire. Je ne pense pas que ce soit si difficile que ça, mais retrouver la fierté nationale. Écoutez, prenez les slogans, je crois que c'était Reagan, « America is back ». Bon. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un Français qui dirait la France est de retour? Est-ce que c'est impossible? Sarkozy aurait pu le faire. Oui. Malheureusement, il n'a pas réussi. On attend le prochain De Gaulle. Alors, comme le prochain De Gaulle ne va pas arriver d'emblée, écoutez, déjà, des gens qui auraient du courage, ça existe, hein, le courage,
Et puis, je vous dis quand même, moi, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu plus à cette notion d'union nationale, même s'il ne s'agit pas de transposer purement et simplement la formule allemande. Je crois que c'est une notion qui mérite vraiment réflexion, car aujourd'hui, ce que je dis d'ailleurs est banal, on est en train de nourrir les extrémismes dits de gauche et de droite, et comme vous le savez, en géométrie, le point à l'infini, c'est le même point. Hein. L'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la même chose. Et la seule façon d'éviter la dégradation à travers des extrêmes, c'est que tout ce qui se trouve au centre, et qui représente quand même la grande majorité de la population, essaye de retrouver sur un minimum de socle commun. Bien, Thierry de Montbrial, merci. Merci.